Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous sommes allés à la rencontre de douanières qui ont accepté de partager avec nous leur quotidien professionnel en période de crise sanitaire. Nous passerons un moment avec Aude, Coralie et Jocelyne, 3 parcours, 3 personnalités et donc 3 regards sur la douane d'aujourd'hui. Tout d'abord parce que la crise sanitaire en milieu professionnel a rimé avec la mise en place massive du télétravail. C'est ce point que nous aborderons plus particulièrement avec Aude qui a dû le mettre en place avec ses équipes. Mais une carrière aussi faite de changements, et notamment de prise de fonction, c'est ce que partagera avec nous Coralie qui est arrivée dans son service après le premier confinement. Enfin, s'il y a bien une préoccupation qui semble partagée par nos 3 collègues, c'est l'importance de maintenir du lien dans le milieu professionnel, et c'est pour ainsi dire le travail de Jocelyne, correspondante sociale, avec laquelle nous conclurons cette discussion. Je tiens à remercier mes collègues de s'être prêtés à cet exercice et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Aude. Bonjour Sonia. Tu es actuellement chef de pôle d'action économique à Lyon. Ça a été un service qui a été particulièrement concerné lors de du premier confinement et au pic de la crise sanitaire lorsqu'il a fallu gérer les importations de masques. Tu as été confronté lors de cette période de crise sanitaire, je pense à des problématiques en termes de management, de gestion d'équipe, pour lesquelles ça nous semblait intéressant d'avoir ton retour d'expérience, qu'on puisse le partager avec les personnes qui nous écoutent. C'est pour ça que on a pensé à toi et que tu as gentiment proposé de te prêter à l'exercice. Donc la première question que j'avais vraiment envie de te poser, c'est quel était ton souvenir lors de l'annonce du premier confinement ? Écoute, je me souviens, c'est quand même un souvenir de stupéfaction. Je crois qu'on est tous rivés devant notre téléviseur et le fait effectivement d'annoncer ce confinement du jour au lendemain, on prend conscience effectivement de la gravité de la situation, et il y a aussi quelque chose finalement d'assez angoissant, ce contexte qui est complètement inédit, mais en même temps, moi, je me souviens vraiment très précisément de me dire que finalement, on est dans une parenthèse. On est dans une parenthèse de quelques mois. Le contexte effectivement est inédit, mais on se projette et on arrive déjà à se projeter finalement sur la période estivale en se disant que bon, voilà, c'est une parenthèse et on va retrouver une vie à peu près normale à l'issue. Est-ce que tu as eu à l'annonce du confinement, parce qu'il a fallu déployer quand même le télétravail de manière massive et quasi instantanée, des craintes, passer la stupéfaction, l'étape d'après, on est tous pareils, on se projette, on se dit comment je vais gérer cette situation. Est-ce que tu avais des craintes? Oui, je crois que dès le lendemain, effectivement, au bureau, on partage tous des craintes qui sont finalement assez prégnantes, liées à la fois à l'isolement professionnel, comment on va gérer les dossiers, comment on va échanger, comment on va finalement se soumettre à la dématérialisation quasiment à 100%, parce que je crois qu'on a encore un pas à faire. Et puis à la fois, c'est l'organisation matérielle. Quel équipement je vais pouvoir emmener chez moi, quel outil, est-ce que je vais effectivement bien avoir accès à tous les téléservices. Donc je crois que c'est vraiment les questions les plus importantes. Et puis en tant que manager, je savais qu'un nouveau challenge finalement m'attendait, puisque je devais mettre en place une nouvelle organisation de travail exclusivement à distance, tout en permettant justement de conserver ce lien entre toute l'équipe. Et puis il se trouve aussi que le jour du confinement, j'ai accueilli un jeune contrôleur qui débutait dans l'administration et qui arrivait extrêmement motivé pour sa première journée. Et je me souviens d'avoir un peu peiné à trouver les justes mots pour lui dire que son intégration dans l'équipe et que sa montée en compétences allait prendre un peu plus de temps que prévu. Et du coup, comment est-ce que vous vous êtes organisé lors de ce premier confinement pour quand même assurer une continuité du service public de manière à ce que ce soit quand même assez rapide en tenant compte des contraintes qu'on a tous eu à gérer? Je crois que comme dans chacune des DR d'ailleurs, le premier travail a consisté à identifier les missions prioritaires. Pour un PAE, même si au tout début en fait du confinement, on savait pas forcément quelle allait être la pression qui allait peser finalement tant sur la CCE, la CCE Conseil aux entreprises, pour accompagner les opérateurs qui voulaient importer des masques, que au niveau de la réglementation CI pour la production
production de GHA, pour le tabac, parce qu'il fallait aussi assurer la gestion finalement des débitants qui, il faut le rappeler, restaient ouverts, le process de remboursement pour justement assurer cette continuité dans la trésorerie finalement des entreprises. Donc voilà, le premier travail, c'est vraiment l'identification des missions prioritaires. Ensuite, c'est finalement la rationalisation, tu sais, dans l'attribution des ordinateurs portables avec les téléservices qui allaient bien. Et puis ensuite, entre nous, au sein de l'équipe, on a mis en place des process de validation des dossiers de manière dématérialisée. On a mis en place aussi des outils de suivi. Et puis, je crois que d'ailleurs, c'est ce qui nous manquait le plus, c'était de se voir, forcément. Donc, on a mis en place assez rapidement des visioconférences. Alors, au début, j'ai fait ça en audioconférence et puis on avait vraiment besoin de voir les visages de chacun d'entre nous, aussi pour s'assurer que chacun allait bien, psychologiquement, moralement, physiquement. Ça, c'était extrêmement important. Et je me souviens d'ailleurs de l'émotion qu'on avait tous à se voir pour la première fois en visio. C'était vraiment quelque chose de très important, mais il y avait une très très grande émotion parmi nous tous. Et d'ailleurs, les premières visioconférences, elles portaient pas tant sur le travail, sur le professionnel, sur les dossiers, etc. Mais on a eu et d'ailleurs, je crois qu'à chaque fois, on prenait vraiment un moment important en fait dans nos visios pour échanger entre nous. Voilà, comment on vivait les choses, quels étaient les paramètres à prendre en compte aussi, parce que forcément, quand on se retrouve confiné chez soi, alors on a des environnements familiaux qui sont différents, mais quand on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 enfants à la maison, avec les enseignements à leur faire, etc., forcément, tout le monde ne dispose pas de la même disponibilité pour travailler, pour télétravailler. Donc ça, je crois que c'était vraiment le rôle d'ailleurs du manager que de faire la part des choses et puis d'assurer justement la continuité du service public en tenant compte de la disponibilité de chacun des membres de l'équipe. Ce que tu évoques est assez juste, on s'en rend beaucoup plus compte en télétravail, c'est que le bureau, finalement, l'environnement de bureau a tendance à lisser, je ne sais pas si c'est le sentiment que tu as, lisser les différences entre les gens. Finalement, on a chacun nos bureaux qui peuvent être partagés ou non. On arrive sur des plages horaires, même si effectivement les gens n'ont pas tout à fait le volume horaire, mais grosso modo, on est à peu près pareil. Et c'est vrai que les situations personnelles et la disponibilité ou non des gens se voient beaucoup moins au bureau, alors que là, comme le travail rentre dans la sphère personnelle, ça s'impose quand même beaucoup plus pour le manager. Je ne sais pas si c'est le sentiment que tu as eu. Tout à fait, Sonia. En fait, effectivement, tous ces paramètres personnels, finalement, ils prenaient une acuité en fait extrêmement importante parce que et encore une fois, après, c'est effectivement la difficulté aussi qu'on a tous rencontré finalement quelque part d'assurer cette frontière entre l'environnement professionnel et l'environnement personnel. On était tous dans notre cuisine, dans notre salon, et puis ces lieux de vie, d'habitation devenait tout à coup notre bureau professionnel et ça n'a pas toujours été quelque chose de très évident de savoir mettre la frontière et de couper finalement parce que quand on est au bureau souvent le temps de trajet constitue une sorte de sas en fait pour couper, pour passer à d'autres préoccupations, etc. Et là ce sas il n'existait absolument plus. Justement, le fait que ce sas n'existe plus, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'as-tu ressenti de plus difficile pour toi comme pour tes équipes par rapport à ce télétravail qui devient la norme en fait? C'est aussi ça la petite subtilité, c'est que c'est pas une possibilité ou une option, c'est que ça devient la norme de travail actuellement. Je crois que les visios nous ont permis vraiment de prendre du recul aussi par rapport aux événements, de se soutenir les uns et les autres et de faire aussi retomber quelque part la pression. Comme tu le disais en introduction, on a quand même subi effectivement une pression très importante vis-à-vis des entreprises pour les accompagner du mieux possible pour l'importation des masques et puis la production du GHA aussi, il faut pas l'oublier. Mais le fait d'échanger
de se soutenir, de se serrer les coudes, de partager nos difficultés, nos contraintes, et puis de pouvoir à la fin de la journée dire bah voilà, ça y est, sur la boîte mail, on a répondu à tous les mails des opérateurs, etc. On a partagé aussi nos satisfactions finalement, et ça c'est extrêmement important de recréer ce lien en fait, cet esprit d'équipe, même à distance. Alors effectivement, il y a un certain nombre d'inconvénients. En visio, la communication elle est beaucoup moins spontanée, c'est beaucoup moins fluide. On a une parole qui est souvent qui diffère avec l'expression du visage. On n'a pas toujours le corps en entier, donc il nous manque une partie finalement de l'expression physique de la personne. Enfin, il y a un décalage, il y a tous ces aléas techniques qui font que on n'est plus du tout dans une communication directe et spontanée. Néanmoins, ça a vraiment été quelque chose de fondamental en fait pour conserver ce lien professionnel. Oui, c'est vrai ce que tu dis. On se rend compte, en tout cas à titre personnel, mais je pense que c'est partagé, que le langage c'est complexe, que c'est pas juste la voix, et que privé des expressions, des comportements des uns et des autres, ça peut créer des ambiguïtés ou des incompréhensions. Donc on mesure encore plus la nécessité d'y pallier. Oui, tu as tout à fait raison, et on a vu que le volume des mails a explosé en fait depuis le premier confinement, et moi en tant que manager aussi, je pense que la difficulté c'est aussi de savoir désamorcer finalement des tensions qui se créent par l'échange de mails. Alors les mails c'est effectivement un émetteur, un récepteur, mais parfois il y a des termes qui peuvent être mal interprétés, et quand on est dans une communication fluide, directe, etc., spontanée, ben tout de suite on peut rectifier finalement une communication qui prendrait une mauvaise direction. Autant par mail, c'est très compliqué, et c'est aussi une source de tension en fait. Bon, heureusement au sein du PAE ça n'a pas été le cas, mais effectivement il faut être assez vigilant en fait sur la communication par mail, et cette communication qui s'est largement intensifiée. Alors au PAE on a fait une expérimentation, parce que les mails ça va bien, mais pour échanger sur des micro-sujets en quelque sorte, dire bah voilà je vais venir jeudi, est-ce que je peux venir jeudi parce qu'il y aura effectivement peu de monde au bureau, etc. On a mis en place la messagerie instantanée CHAP, mais sur ordinateur. Alors j'ai évidemment laissé la libre appréciation à tout le monde de l'utiliser ou pas. La moitié à peu près de l'équipe l'utilise, et on se rend compte que ça remplace quand même en quelque sorte cette communication un peu plus fluide, surtout pour des petits messages en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est un constat que, en tout cas à titre personnel, je partage avec toi, c'est que la messagerie a tendance à prendre le pas parce qu'on peut pas faire autrement, sauf que en fait ça vient remplacer des communications qui en temps normal se feraient physiquement ou peut-être par téléphone, et comme tu l'expliquais très justement, quand on est en télétravail, on est dans des contextes un peu différents, même si le mail c'est un émetteur, c'est un récepteur, comme l'émetteur et le récepteur sont pas dans les mêmes situations, parce que on n'est plus dans des espaces de bureau qui neutralisent un tout petit peu ou lissent en tout cas un peu tout ça. En fait, le malentendu peut vite arriver, et c'est vrai que de pouvoir, je pense, c'est intéressant ce que tu partages avec nous, parce que ça permet peut-être de désengorger la messagerie de conversations qui sont très utiles, même si c'est des micro-sujets, en fait, c'est souvent ces micro-choses qui rendent les choses plus fluides. Du coup, par rapport à ton expérience comme tu disais, le fait d'avoir voulu assez rapidement, en tout cas, souhaité assez rapidement instaurer des visios, l'émotion que tu évoquais avec tes équipes de se voir physiquement, est-ce que vous avez observé des changements dans vos relations interpersonnelles? Parce qu'on a bien compris que il y avait vraiment une préoccupation de garder du lien, mais est-ce que ce lien, il a un petit peu changé, pas forcément de nature, mais est-ce qu'il a pris une tournure qu'il aurait peut-être pas forcément pris s'il n'y avait pas eu cette situation? Oui, je crois que ça a créé quand même entre nous une plus grande proximité, parce que finalement, on s'est tous découverts dans un autre environnement, notre environnement personnel. Alors voilà, on connaît maintenant le salon ou la chambre à coucher ou le bureau des autres collègues, et d'ailleurs ça aurait pu être source de commentaires mal appropriés, mais ça n'a pas été le cas. Mais oui, effectivement, je crois que ça
ça nous a soudés en fait. Et je crois que ça a renforcé ce sentiment collectif finalement, hein, qui est à la base d'une équipe, hein, du fonctionnement d'une équipe. Donc oui, je crois que ça nous a vraiment rapprochés nous tous. Du coup, le deuxième confinement, je suppose, c'est passé, c'est fatalement mieux passé puisque vous étiez prêts d'une certaine manière. Oui, le second confinement, on l'a pas appréhendé du tout de la même manière, parce qu'effectivement, comme tu le dis, l'organisation, elle est là. Alors, effectivement, on a davantage quand même de présentiel, d'autant qu'on assure lors du deuxième confinement l'intégralité finalement des missions du PAE, hein, alors que pour le premier confinement, on s'était quand même focalisé sur les missions considérées comme prioritaires. Donc, le périmètre varie. C'est une donnée importante, mais on n'est pas du tout confronté effectivement aux mêmes problématiques. Je pense que pour le deuxième confinement, c'est davantage une dimension psychologique en fait qu'il faut prendre en compte, et notamment en tant que manager. Comme je le disais, moi je me revois bien au mois de mars en me disant voilà, on va vivre une parenthèse, on va s'organiser, etc. Là, la parenthèse, elle dure. La crise sanitaire finalement, elle s'est installée en fait avec tous les impacts et avec une certaine fatigue psychologique. Et je crois que ça, c'est une notion importante justement pour le manager. Veiller à ce que l'équipe puisse effectivement continuer à assurer son travail avec la même motivation, la même détermination, alors que on sait très bien que la situation est encore extrêmement préoccupante. Est-ce que tu as, avec l'expérience, comme tu disais, on était d'une situation temporaire, le temporaire est devenu le quotidien, et donc avec tout ce que ça suppose en termes d'organisation du travail, et finalement qui doit se pérenniser quand même, qu'on le veuille ou non, la situation s'installe comme tu le disais. Est-ce que tu aurais des points de vigilance à partager avec d'autres personnes qui, comme toi, ont des équipes à gérer à distance, pour détecter des difficultés au bout de quelques mois? Ça fait quasiment 1 an qu'on est dans cette situation. Tu tires quels enseignements sur la gestion d'équipe à distance? Écoute, sur les points de vigilance, moi je pars du principe que pour pouvoir être en capacité d'identifier ces signaux faibles en quelque sorte, hein, d'un mal-être, il faut d'abord bien connaître son équipe. On a des gens qui sont fondamentalement optimistes, d'autres qui sont plutôt inquiets, d'autres angoissés, d'autres plutôt renfermés sur eux-mêmes, etc. Et je pense que finalement, ce qui est fondamental, c'est de bien les connaître, de savoir quelles sont leurs réactions, pour pouvoir justement identifier un changement de comportement. Alors, on le voit pas forcément tout de suite, hein, mais bon, déjà, on a d'autres éléments de contexte. Quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui a, je sais pas, son conjoint qui travaille dans le domaine médical et qui donc peut être éventuellement atteint. Une autre personne qui s'occupe de ses parents qui sont âgés. Enfin, voilà, il y a plein de sujets de préoccupation dont il faut tenir compte. Ce que tu dis, c'est très vrai. Bien connaître ses équipes, d'avoir des éléments sur la vie personnelle sans être intrusif, qui permettent de détecter des différences, des difficultés. Parce que c'est vrai que les caractères des gens sont assez différents, et l'expression d'une difficulté ne va pas prendre la même forme selon les personnes. Oui, tout à fait. Ça peut être effectivement des gens qui se replient sur eux-mêmes et on leur propose une visio. Ils commencent par couper la caméra, même juste pour se présenter, parce qu'en général on garde pas la caméra fonctionnelle tout le temps, mais on voit qu'ils rechignent à peut-être mettre en route leur webcam. Donc ça, on se dit tiens, c'est quand même bizarre. Ça se reproduit une deuxième fois, une troisième fois. Ça, je crois que c'est des sujets quand même qui peuvent attirer notre attention. Et puis il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire des collègues qui ont beaucoup de difficultés justement à mettre un terme à leur journée de travail, parce que voilà, on parlait tout à l'heure, hein, du manque de frontières entre l'environnement professionnel et l'environnement personnel, et on voit les mails arriver le soir à 22h, le week-end, et là effectivement c'est de la responsabilité du manager que de mettre en place, finalement de remettre en place ce cadre de travail. Si je résumais un peu ton retour d'expérience, ça serait un message peut-être pour je pense notamment aux jeunes managers, parce que c'est pas simple de prendre des responsabilités, de gérer de l'humain. C'est vraiment un exercice qui est
où on apprend en faisant, je pense que tu me contrediras pas, c'est peut-être de pas avoir peur d'aller vers les autres, parce que c'est peut-être un frein qu'on peut avoir en se disant je ne veux pas être intrusif, sauf qu'en fait connaître un petit peu l'autre, ça semble indispensable de ce que tu nous dis. Oui, tout à fait, et je me suis beaucoup interrogée et même à mes tout débuts effectivement en tant que manager sur le caractère intrusif, et c'est marrant parce que lorsqu'on a mis en place les visios au tout début du confinement, c'est jamais un sujet qui est revenu en mon esprit. C'est-à-dire, j'avais besoin de savoir comment ils allaient. On se posait mutuellement des questions sur notre façon de gérer la vie quotidienne, les enfants, la logistique, l'approvisionnement, etc. Et à aucun moment, je me suis dit que mes questions étaient intrusives, tellement elles me paraissaient normales, si tu veux, dans ce contexte très particulier de crise sanitaire. Bonjour Coralie. Bonjour Sonia. Une des raisons pour lesquelles on a pensé à toi pour participer à ce podcast, c'était notamment parce que tu fais partie de la dernière session d'inspecteurs, qui est une session un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que alors c'est peut-être un petit peu stigmatisant, mais la session un peu Covid, en tout cas celle qui a essuyé qui a expérimenté le premier confinement. Donc comment on vit une scolarité comme ça en période de crise sanitaire, surtout que comme pour nous tous, c'était quand même la première fois. Alors c'est vrai qu'on s'est aussi un peu appelé la session Covid pour rigoler. Et peut-être en préambule, notre session, elle a été toujours empreinte de côté agréable et de fortes rencontres, parce qu'on est une session assez riche en termes de profils, tant externes qu'internes bien sûr, mais des gens qui ont des expériences dans notre administration et dans d'autres secteurs privés. Et dès le début, cette diversité de profils a aussi créé une bonne synergie au sein de la promo, et c'est ce qui nous a aussi aidé à pouvoir passer un confinement un peu moins douloureux qu'on l'aurait pensé. Au moment du confinement, en fait juste la semaine d'avant, la session était divisée en deux. C'était un peu notre particularité comparée à d'autres écoles de la fonction publique, parce qu'il y avait une partie de la promo qui était restée à l'École nationale des douanes de Tourcoing, qui a suivi le cursus normal, et l'autre qui était en stage en France, en entreprise. Et quand on nous a dit de rentrer chez nous, finalement, il y avait deux typologies d'inspecteurs stagiaires qui se dégageaient de la promo. Il y avait ceux qui sont partis avec leurs cours, avec leurs notes, et ceux qui étaient là où ils étaient, qui sont rentrés un peu rapidement dans leur famille. Alors il y avait aussi le facteur de ceux qui ont vécu le confinement avec des enfants ou avec des proches qui devaient s'occuper. Et finalement, de ces deux typologies-là d'inspecteurs stagiaires dans le confinement, nous, on s'est tous retrouvés sur ce qu'on avait créé à la base comme synergie dans la promo, qui était principalement le groupe WhatsApp sur lequel on a rapidement échangé et où les conversations ont rapidement tourné autour du Covid et de la gestion du quotidien. Oui, c'est vrai que tu as raison de le préciser pour les personnes pour qui c'est pas évident. Dans les écoles de la fonction publique, c'est des écoles professionnelles. On a des situations familiales qui peuvent être quand même assez différentes, puisqu'on a des gens un peu de tout âge, et c'est la force aussi, la richesse des promotions. Et c'est sûr que le confinement avec des enfants et sans enfants, avec des personnes peut-être en situation de fragilité ou dont on doit s'occuper, c'est sûrement un cas qui s'est présenté au sein de la session. Oui, c'est un cas qui a été rencontré par plusieurs d'entre nous à différents niveaux et qui a été plus ou moins contraignant et plus ou moins bien géré. C'est aussi des situations auxquelles on a fait attention, parce que en tant que membre de la commission paritaire des élèves, on a été quand même régulièrement mis en contact avec les autres inspecteurs stagiaires. On a mis en place des techniques de communication avec l'ensemble de la promotion, et on était aussi très disponible pour pouvoir échanger avec eux directement et pour recenser toutes les contraintes auxquelles les inspecteurs élèves étaient confrontés à partir du confinement. Que tu peux juste préciser ce qu'est la commission paritaire des élèves pour ceux qui ne sauraient. Alors, la commission paritaire des élèves, elle est composée de 12 membres, 6 membres permanents et 6 membres suppléants. Le rôle de la CPE, de son acronyme, c'est de représenter la promotion auprès de la direction et de porter les difficultés qui sont en lien avec la formation exclusivement.
Et pendant le confinement, on a profité du groupe WhatsApp de la promotion pour pouvoir échanger. On s'est, nous, ordonné au sein de la CPE en ayant un autre groupe pour pouvoir discuter entre nous. La richesse de notre CPE, c'était qu'on était paritaire. Alors, paritaire, c'est pas que hommes et femmes, c'est aussi interne-externe, c'est aussi un représentant des contractuels de la promotion et un représentant des inspecteurs, programmateurs et informaticiens, les PSE, et du fait qu'on avait des profils différents et qu'on évoluait dans des cercles amicaux différents, nous a aussi permis de glaner un maximum d'informations pour savoir comment chacun gérait la situation. Et la CPE, c'est donc aussi un interlocuteur de la direction et de la promotion, et au cours du confinement, on a eu 4 ou 5 réunions téléphoniques avec la direction pour porter les différents messages qu'il fallait apporter de la promo. Oui, donc finalement, assez naturellement, une commission assez représentative, ce qui permet quand même de pouvoir toucher l'ensemble d'une promotion et de garder un lien avec à peu près tout le monde, si je comprends bien. C'était ça, et je pense que ça a été bien apprécié de la promo. Et ce qui a été aussi très apprécié, c'est que la direction a été très à l'écoute. Et en fait, ce dialogue qui s'est naturellement instauré par la direction, et pas que, parce que les formateurs ont aussi été extrêmement présents, tant par mail que par téléphone, et par d'autres moyens qui ont été mis en place pour suivre la scolarité à distance. Et finalement, voilà, tous ces petits éléments que chacun a mis en place, voilà, on a tous surfé dessus pour gagner en confort, si je puis dire, pour vivre ce confinement au mieux. Justement, tu fais le lien. Comment s'est passée finalement la scolarité, la fin de scolarité? En mars, on avait déjà réalisé 3 examens, 3 épreuves, avec un niveau très satisfaisant, je crois. Et il nous restait un examen écrit de fond, un examen de langue et un grand oral. Donc on est tous partis avec plus ou moins d'éléments pour pouvoir continuer d'être formés. Une plateforme a été mise en place assez rapidement par les TSI de l'école, et pareil, ils nous ont offert un accompagnement individualisé très appréciable. Et ensuite s'est enclenchée une nouvelle phase de plateforme qui était à peu près sous le même format, avec en plus un chat qui pouvait être mis en place pour chatter ou entre nous ou avec les formateurs qui restaient dans un accompagnement très, très soutenu. Et donc une fois de plus, les TSI nous ont aussi accompagnés pour la mise en place du grand oral, qui lui s'est fait donc en visioconférence à distance. D'accord. Donc quand même une équipe pédagogique à l'écoute, et puis des moyens techniques qui, même si on sait très bien, c'est pas simple de déployer du jour au lendemain des solutions informatiques, il y a quand même eu un résultat qui a permis de suivre tant que bien que mal une scolarité, on va dire, satisfaisante. Comment ça, juste petite curiosité, quelle impression ça donne de passer son grand oral de fin d'année en visio? C'est vrai que c'est un peu atypique parce qu'on sort de sessions de concours aussi, où on est préparé à avoir un certain stress devant des professionnels, devant nos pairs, devant un jury qui est aussi imposant physiquement de par le nombre. Et finalement, là, on se retrouve devant un petit écran d'ordinateur avec 2 personnes, dont un inconnu. À titre personnel, ça m'a pas perturbée, parce que peut-être que le fait qu'il y avait un formateur qu'on connaissait, avec qui on avait déjà pu tisser des liens, parce qu'on les connaissait quand même depuis 6 mois, et pareil, je pense que la relation entre notre promo et le corps des formateurs s'est bien passée. Peut-être que leur présence a fait que le grand oral a été mieux accepté, mieux absorbé, même si bien sûr il y a eu des couacs informatiques, mais ça, on n'est pas à l'abri. Je posais cette question parce que je pense que toutes et tous, on a un peu ce souvenir physique quand on se remémore. Je me mets à ta place. Quand j'ai passé le concours d'inspecteur, l'aspect physique est extrêmement important. Déjà, maîtriser son propre corps. Puis c'est vrai que les souvenirs qu'on a, c'est ces couloirs, les personnes qui attendent, physiquement quand on rentre dans la salle, comme tu disais, on voit le jury, donc c'est sûr que ça change quand même. Mais au final, pas tant que ça, d'après ce que... Alors effectivement, il y a tout ce que tu as décrit, et c'est vrai que moi, après mon grand oral et d'autres amis de la promo, on s'est appelés et on s'est dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Parce que on pouvait pas se retrouver, on
n'avait pas cette euphorie, parce qu'il y a aussi quand même une euphorie après un grand oral, bien ou mal passé. Enfin, on est quand même dans une ébullition qu'on a envie de partager et qu'on a envie de vivre avec d'autres. Et c'est vrai que là, on s'est trouvé un peu avec ce et après et maintenant. Et l'attente qui arrive du coup. Et justement, qu'est-ce qui vous a le plus manqué durant cette période un peu, puisque finalement vous n'êtes jamais retrouvé, enfin la scolarité n'a jamais repris un cours, on va dire normal. Vous êtes resté en enseignement à distance. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué collectivement? La clôture de la session de formation et la clôture pour arriver dans une entrée en douane en tant qu'inspecteur et inspectrice bientôt titularisés et bientôt en poste. Et ça, je pense que ça a été assez partagé de se dire qu'on n'a pas pu se retrouver tous ensemble pour se dire au revoir aux inspecteurs étrangers aussi qui étaient là et qui ont vécu dans des conditions assez dures humainement, personnellement en tout cas, le confinement. Et je pense que c'est ça, qui a globalement manqué, c'est pouvoir créer ce moment de convivialité dont tous, en tant que citoyens, on avait envie de vivre. Et du coup, après l'Amphi Blanc, il y a eu ta prise de poste. Tu es arrivé dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une situation où il peut y avoir du télétravail, où effectivement il faut respecter un certain nombre de préconisations sanitaires. Comment ça s'est passé? Le calendrier de la Covid a un peu chamboulé l'entrée dans les fonctions et le stage, et au final on a tous pris nos fonctions à la mi-août. Moi j'ai donc été affectée en tant que chef d'une équipe de terrain dans un service qui traite des contributions indirectes au sein d'une métropole. Et quand j'ai pris mes fonctions, déjà j'ai été très bien accueillie et par mon chef et par mes collègues, et les missions que j'occupe sont des missions de management d'impulsion et aussi d'agent de terrain de lutte contre la fraude. Pour l'aspect Covid, alors il était un peu singulier parce que quand je suis arrivée en poste, les gens n'étaient pas en télétravail. Ils étaient en présentiel et la plus forte contrainte qui nous est imposée, en tout cas dans mon service, c'est que les professionnels qu'on est amenés à contrôler, eux, sont en télétravail ou en chômage partiel. Donc ça diminue fortement notre activité. Ça nécessite aussi de rebondir et de s'adapter et de pouvoir proposer d'autres manières de lutter contre la fraude. Ça mine un peu le moral, bien sûr, parce qu'on s'en moins sur le terrain et ça implique, en tout cas pour ma part, ou en tout cas c'est la mission que je me suis attribuée, de garder mobilisée l'équipe pour continuer de contrôler. Alors peut-être qu'on va revenir sur le travail de contrôle en matière de contribution indirecte, parce que pour les douaniers ça parlera, mais quand on est extérieur à l'administration, peut-être, ou même tout simplement extérieur à la douane, ça parlera moins. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu le champ des contributions indirectes et les missions d'un pôle contrôle qui justifie quand même le fait qu'il n'y ait pas ou peu de télétravail, parce que c'est vrai que c'est pareil dans tous les secteurs. Il y a des missions pour lesquelles on ne peut pas être en télétravail. C'est aussi pour ça que ton profil nous a intéressés, c'est que c'est aussi une autre réalité de la crise sanitaire, c'est qu'effectivement il y a du télétravail déployé de manière massive, mais il y a aussi des gens qui continuent à effectuer leur mission en présentiel parce que c'est tout simplement nécessaire à leur activité. Pour ma partie, on contrôle les professionnels qui sont soumis au Code général des impôts en matière de respect de la réglementation liée aux alcools, au tabac et aux métaux précieux. Donc le plus simple, et on va l'évacuer tout de suite, c'est ceux qui vendent de l'alcool dans la métropole dans laquelle je travaille, c'est les bars et les restaurants qui sont actuellement fermés en grande majorité. Donc c'est évidemment des professionnels qui ne peuvent pas être soumis à notre contrôle aujourd'hui et du coup il nous reste plutôt le volet tabac et métaux précieux dans une mesure qui existe un peu toujours et qu'il faut appréhender. Après effectivement c'est une équipe de terrain, donc c'est une équipe de voie publique qui n'est pas en uniforme, contrairement aux brigades de surveillance qui est en civil, qui dispose de pouvoir d'entrer dans les commerces par le livre des procédures fiscales. Et effectivement la présence sur le terrain, en tout du moins en contrôle, existe toujours et on peut toujours mettre en œuvre nos pouvoirs dans la limite de l'acceptable dans cette période de situation économique qui est très particulière parce qu'on est quand même confronté à des professionnels qui sont aussi en souffrance économique et il faut le prendre en compte. Donc oui, il y a moins de télétravail. Il y a néanmoins un peu plus de télétravail depuis fin 2020 où là, au sein de l'équipe, on a globalement 1 à 3 jours de télétravail par semaine parce que ça s'inscrit dans les directives nationales, parce que c'est une solution sanitaire qui est proposée et qui est appropriée. Le bémol, c'est que ça a aussi d'autres conséquences qui est l'isolement et pour moi
moi, le bien-être au travail, c'est aussi le bien-être dans son travail, dans ses conditions de travail. Et à quelques reprises, on m'a souligné que voilà, peut-être que tel jour, je préférerais venir au bureau parce que dans mon espace personnel, je n'arrive pas à être aussi efficace, à être aussi efficient. J'ai besoin d'une dynamique qui est autour et qui se retrouve au bureau. Et je pense qu'il faut aussi savoir jongler entre les impératifs sanitaires et le bien-être de ses agents. Après avoir vécu une scolarité comme ça en période de crise sanitaire, une prise de poste, en plus, comme tu nous l'as très bien expliqué, tu exerces dans un secteur où vous êtes en contact avec des professionnels qui sont très directement touchés par la situation actuelle. Après quelques mois, quel est ton sentiment ? En tant que jeune inspectrice et du coup jeune manager aussi, de par ce poste-là, j'en tire une entrée en matière finalement qui est un peu plus douce, donc ce qui n'est pas forcément désagréable. Une entrée en matière dans la douane, une entrée en matière dans les contributions indirectes, une entrée en matière dans mon poste et dans ces missions de management que je découvre au jour le jour. Après, je compose aussi au jour le jour avec chacun, avec leurs propositions pour évoluer dans nos missions, dans le sens comment pouvons-nous composer, comment pouvons-nous contrôler dans le contexte auquel on fait face. Parce qu'ils font aussi beaucoup de preuves d'initiative. Et après, c'est une composition aussi au jour le jour. Et l'équipe est super parce qu'ils sont tous pourvus de connaissances en contribution indirecte, qui est quand même une matière très technique. Du coup, c'est très confortable de pouvoir s'appuyer sur eux et de s'appuyer sur leur volonté de toujours aller de l'avant. Ça, sans l'équipe et sans ma hiérarchie, ça aurait peut-être été différent, donc moi je l'ai bien vécu en soi. Peut-être aussi parce que j'ai d'autres années d'expérience dans la fonction publique et que j'ai aussi appris de par mon expérience qu'il faut apprendre à être patient, même si je n'ai qu'une envie, c'est de foncer. On voit bien que finalement, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai là au fil de la conversation, même si la crise sanitaire change pas mal de choses, il y a quand même des constantes, comme si le quotidien de la vie professionnelle reprenait d'une certaine manière le dessus malgré tout. Je pense que c'est important, ouais. C'est un espace de vie sociale aussi, hein. On est tous un peu restreints dans nos possibilités personnelles, donc si l'entente est au mieux et si on fait tout pour être heureux au travail et dans son travail, je pense que c'est un objectif assez sain qu'on peut tous essayer de suivre et d'atteindre. Bonjour Jocelyne. Bonjour Sonia. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. On a été très intéressés d'avoir ton retour parce que, compte tenu de tes fonctions, donc on va peut-être dire ce que tu fais au sein de la douane. Alors je suis correspondante sociale à la direction générale depuis décembre 2018. C'est un travail que j'ai déjà fait, un poste que j'ai déjà occupé de 1993 à 2001. Et j'ai récupéré ces fonctions. Donc, le rôle du correspondant social, c'est d'accompagner au mieux les collègues et de communiquer sur l'action sociale du ministère. Ah, c'est pas la première fois alors en fait que tu étais correspondante sociale? Non, j'ai été correspondante sociale de 1993 à 2001 à la Direction nationale de la garantie et des services industriels. Et quand cette direction a fermé, j'ai dû quitter cette fonction. Donc je suis arrivée au bureau A2 à l'époque, à la cellule Action sociale. Je suis restée 17 ans sur le poste et voilà, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé et voilà, depuis fin 2018, je suis sur le poste. Oui, donc quand même, à A2, tu étais à l'action sociale, donc ça fait quand même partie... quand même une continuité. À l'action sociale, j'étais plus axée sur le handicap, sur les aménagements de poste pour les collègues en situation de handicap. J'ai été aussi à travailler sur les formations pour les correspondants sociaux. Donc correspondante sociale, tu connaissais. Par contre, comme nous tous, je pense, le confinement, tu connaissais pas. Alors effectivement, le confinement, je ne connaissais pas du tout. Donc, ça a pas, comme pour tout le monde, ça a été quand même compliqué. C'était quoi tes appréhensions, si tu arrives à te ressouvenir? Alors, effectivement, mes premières appréhensions, ça a été de penser en fait aux collègues que je savais vulnérables, voire très vulnérables, et l'isolement pour eux particulièrement m'a quand même inquiétée. Tout de suite a été ma première pensée en fait, de me dire il faut absolument que je prenne contact avec eux pour leur
dire en fait que j'étais là, que l'assistante sociale avec qui je travaille était là, parce que j'ai pensé ça, j'ai pensé qu'il y avait vraiment un risque d'isolement. Parce que quand on est malade, quand on est en situation difficile, pouvoir sortir, pouvoir prendre l'air, pouvoir continuer à voir ses médecins, c'est hyper important. Donc je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de coupure en fait dans le lien que j'avais avec ses collègues habituellement. Parce qu'habituellement, le lien que tu as avec eux, c'est un lien plutôt par téléphone, plutôt physique, les deux? Alors c'est par exemple pour des collègues qui sont d'arrêt de maladie, qui sont en congé longue maladie, c'est par téléphone, par mail, plutôt par mail, parce que le mail, ça a l'avantage que la personne le lise quand elle est disponible. Voilà. Mais bon, par exemple, les gens qui sont d'activité, forcément, c'est un contact physique. Et parmi les gens d'activité, bon, je savais qu'il y avait des collègues dans des situations un peu délicates. Et voilà. Donc ça a été ça mon inquiétude première, qui est une rupture en fait, de contact. Oui, de lien, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que toi et moi, on est voisines, quasiment de bureau, rez-de-chaussée de la DG. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je passe devant je passais, parce que là, la situation est un peu particulière. Ton bureau est toujours ouvert. Il y a quand même très souvent sauf quand c'est fermé pour des raisons de confidentialité, mais on sait les gens. Tout est fait quand même pour que les gens puissent se pousser la porte et ne pas avoir de frein. Je pense que c'est important que mon bureau reste ouvert. Et comme tu le précises, en dehors des entretiens, bien sûr, parce que voilà, il y a un présentoir devant le bureau, il y a de la doc, et c'est pas toujours facile de venir voir une collègue et de lui confier ses soucis. Or, moi je trouve qu'avec ce présentoir, les collègues regardent, il y a de la doc sur les vacances, sur différents sujets. C'est juste en face de mon bureau, on se dit bonjour, on discute de choses et d'autres, et petit à petit, voilà, ça peut permettre à des collègues après de se confier plus facilement. Enfin, voilà. Moi, le contact face à face par rapport aux missions que j'occupe me paraît primordial. Et ça a été vraiment le problème pendant le confinement, ça c'est clair. Oui, parce que comme tu l'évoquais, c'est vrai que pour les collègues en situation, on va dire, sensible, difficile, la préoccupation, ça a été plutôt de maintenir le lien. Après, comme tu l'évoquais très justement, en plus, on essaie d'avoir un lien qui soit non intrusif, donc peut-être plutôt par mail pour que la personne se sente à l'aise au moment où elle reçoit l'information. Par contre, pour cette autre partie de ton action qui est aussi peut-être soit de détecter les personnes qui sont en difficulté, qui n'oseraient pas, ou alors aider à ce que les gens passent la porte de ton bureau pour te voir. Ça, par contre, effectivement, c'est plutôt comme tu dis, en présentiel. Et du coup, cette partie-là, comment tu as réussi à maintenir ou pas, ou en tout cas essayer de proposer quelque chose d'équivalent? Pendant le confinement, bien sûr, il n'y a pas du tout eu de contact. Donc là, j'ai fait avec le mail et le téléphone. Ça, on n'a pas eu le choix, de toute façon. Après, quand j'ai pu revenir un peu en présentiel, en fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que les collègues me croisaient, me disaient tu es là, est-ce que je peux venir te voir? Donc voilà, les choses se sont faites un peu naturellement, par rapport à la reprise de contact. Mais bon, c'est vrai que je voudrais insister sur le côté physique de l'entretien, parce qu'il y a des choses qui passent. On peut faire passer plein de choses par le mot, par la voix, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent par le regard, par le comportement. Et voilà, c'est dans le présentiel que ça se passe, c'est dans le face-à-face. Au bout d'un an, qu'est-ce que tu en retires professionnellement? Alors moi, j'ai un petit peu peur que les contacts à distance s'installent. Comme je te disais tout à l'heure, ce que je trouverais quand même dommage, parce que j'ai l'impression que je peux moins. J'ai quand même eu plusieurs fois des situations où, à avoir la personne en face de moi, j'ai réussi à comprendre, à sentir qu'il y avait quelque chose que je ne peux pas ressentir de la même façon. Donc ça me fait peur, au bout d'un an, que ce contact à distance s'installe. Ça c'est un petit peu bon. Par contre, je suis quand même finalement content, si je peux dire, parce que le lien finalement n'a jamais été rompu. C'est-à-dire que malgré
le manque de contact en face à face. J'ai gardé un contact avec tous les collègues que je pensais, comme je l'ai dit au départ, être dans une situation de vulnérabilité. J'ai adressé plus régulièrement en fait, des mails à ces collègues. Et j'avais toujours un retour. Et donc ça, c'était très rassurant pour moi. Parce que déjà, je me disais, bon, voilà. Ça me permettait, si je sentais qu'il y avait quelque chose, de faire une suggestion, de prendre un contact avec un autre interlocuteur pour aider. Et j'étais contente parce que je me suis dit, bon, malgré tout, le contact est maintenu, le lien est maintenu. Et c'était important pour moi. Ça, c'était rassurant pour moi. Et je me disais que, bon, finalement, quand même, on est arrivé, malgré tout, on y arrivait. Oui, donc, je pense que globalement, au niveau de l'action sociale, de l'accompagnement social, tout ce qu'on a pu faire, je pense, a été fait. Bon, peut-être moins précisément, peut-être de façon... Enfin, ça demandait peut-être un peu plus de temps, mais je pense que globalement, alors je dis on parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'assistant de service social, M. Claude Caillot, avec l'assistante de prévention, Mme Gomez de Lonca, avec la psychologue du travail, Mme Roufal, et avec le médecin de prévention, le Dr Galicher. Donc, en fait, moi, je me suis beaucoup appuyée sur l'équipe. Plus que d'habitude, parce que j'ai pensé que plus que jamais, c'était un travail d'équipe. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on sent la crainte tout à fait légitime, voilà, que le lien soit rompu, et en fait, on a l'impression que dans la situation sanitaire, à la fois, voilà, il y a eu des impératifs qui font qu'on ne peut pas créer certains moments qui habituellement ont lieu, et en même temps, de ce que tu dis, c'est comme si ça avait renforcé certaines choses de manière inattendue. Oui. Ce que tu disais, c'est que les collègues, finalement, tu as peut-être pris plus de nouvelles que d'habitude. Ils ont l'air d'être plus réactifs aussi. Tu t'appuies plus sur cette équipe. C'est ça. Il y a eu une sorte, avec l'équipe Action sociale, entre guillemets, il y a eu une solidarité encore plus marquée. Par exemple, bon, moi je n'avais pas, les premiers jours, j'avais pas Rapido. Donc c'était un peu compliqué pour moi parce que je devais faire passer des messages importants qui me venaient des délégations de l'action sociale, par exemple sur la restauration administrative pour les gens qui étaient, il y avait quelques personnes quand même présentielles, pour les colonies de vacances qui étaient annulées, pour comment contacter la psychologue. Bon. Et donc moi je ne pouvais pas le faire passer directement, j'avais pas Rapido. Et donc je préparais mes mails, je préparais tout, et c'est ma responsable de service en fait qui je lui ai envoyé, qui faisait passer le message. Je veux dire, c'est pas poser de questions quoi. Elle m'a dit que tu m'envoies, je fais. Pareil, j'avais besoin de formulaires pour des demandes de logement. En fait, j'avais pas, vu que j'avais pas accès à Rapido, j'avais pas tout, voilà. Et hop, je faisais un mail à mon réseau des correspondants sociaux Île-de-France. Un quart d'heure après, il y en avait toujours un qui répondait. Donc il y a eu cette espèce de... Ça se passe toujours bien au niveau de l'équipe, mais vraiment ça a été, je pense, très fort. Ça a été très fort. Tous les jours, j'étais en contact avec l'assistance sociale. J'ai été aussi régulièrement en contact avec ma hiérarchie, c'était important, parce que j'ai pas du tout été laissée seule en fait, hein, pas du tout. Donc ça, c'était aussi une force pour moi, quoi. Ça m'a aidé aussi, et du coup, j'ai peut-être été justement plus forte pour aussi aller vers mes collègues que je pensais être un peu en situation délicate, quoi. Et je pense que les retours que j'ai eus de ces collègues-là étaient, me faisaient chaud au cœur parce qu'en fait, bon voilà, c'était, c'est gentil de prendre des nouvelles, ou quand au cours d'un échange, bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, je dis bon, si c'est ok, je te recontacte dans quelques jours, d'accord, voilà. Et donc, oui, il y a eu une espèce des deux côtés en fait je sais pas comment dire, de force en fait un peu plus s'est installé. Oui, peut-être le besoin en réponse à une situation qui est anxiogène pour tout le monde, oui. Besoin d'être solidaire. Oui, solidarité, de
réconfort, parce que bon, finalement, moi j'essayais d'en apporter, mais on m'en apportait aussi quelque part. C'est pas toujours évident sur ce poste. Il y a des fois des situations qui sont un peu délicates, et c'est vrai que moi aussi j'étais aidée, quoi. J'étais entourée, donc franchement, bon voilà, c'est vrai que c'était beaucoup moins facile, parce que comme je te le dis tout à l'heure, je pense que rien ne vaut le contact face à face. Mais par contre, voilà, il n'y a pas eu, à mon sens, je ne crois pas qu'il y ait des retours négatifs par rapport à ça. Il n'y a pas eu de rupture dans l'accompagnement, dans le contact. Donc, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Voilà.